Oui, je pense que c'est une question qui m'a été demandée plusieurs fois si on était en avance d'où on prévoyait, certainement en janvier de 2022. Mais honnêtement, rendu ici dans le moment, je pense comme par respect aux joueurs puis aux coachs, même si les gestionnaires ils regardent souvent par en avant, on veut vraiment vivre dans le moment. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Les finales de conférence battent leur plein et je regardais les 4 équipes qui font partie du Carré d'As et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que tout semble indiquer qu'on a 3 équipes du cycle actuel et le Canadien de Montréal qui est peut-être la première équipe du prochain cycle à venir s'insérer dans la discussion. Qu'est-ce que je veux dire par le cycle actuel et le prochain cycle? Je suis un grand croyant que dans la Ligue nationale de hockey, malgré tous les efforts de Gary Bettman pour la Moses de parité, tu vas toujours avoir en même temps 4, peut-être 5 équipes qui aspirent réellement à la Coupe Stanley pour une période de temps et que ça change de façon constante. Évidemment, c'est pas coulé dans le béton. Là. C'est pas pour 5 ans, c'est ces 5-là, 5 ans, c'est ces 5-là. Il y a des équipes que ça dure plus longtemps, il y a des équipes que ça dure moins longtemps. Mais depuis au moins une trentaine d'années, ça a l'air de ça. À la fin des années 90, au début des années 2000, tu as 4 formations qui se sont partagées 9 Coupes Stanley consécutives. De 95 à 2003, les Devils du New Jersey en ont gagné 3, les Red Wings de Détroit en ont gagné 3, l'Avalanche du Colorado en ont gagné 2 et les Stars de Dallas sont l'équipe qui sont venues s'insérer au milieu de tout ça avec une seule. Et même les Stars de Dallas en 99, c'est pas un coup de chance. Je veux dire, regardez, ils étaient là aussi en 2000, ils ont perdu contre les Devils du New Jersey, ils ont fait d'autres finales de conférence. Ils étaient vraiment un petit peu les Andy Murray du Big Three, en fait, pour les fans de tennis. Donc, disons que les Devils du New Jersey, c'était Nadal, les Red Wings de Détroit, c'était Federer, puis l'Avalanche du Colorado, c'était Djokovic. Ben, les Stars de Dallas, c'était Andy Murray dans ce cycle-là. Ça, c'est quand même pré-plafond salarial, par contre. Donc, on peut se dire que ça tient plus la route. Ben, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, à partir de 2009, quand les Pingouins ont gagné la Coupe, pu ouvrir ça plus tôt, justement parce que les Pingouins étaient la première arrivée de ce cycle-là. La première équipe de ce cycle-là à arriver. Ils avaient perdu en 2008 contre les Red Wings. Mais à partir de 2009 jusqu'à 2017, encore une fois, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016... C'est ça, 9 fois. Je n'étais pas sûr pendant un instant. Excusez, mon cerveau a bugué. Même cycle de 9 ans. Presque la même chose. Les Blackhawks ont gagné 3 coupes. Les Pingouins ont gagné 3 coupes. Tu as eu les Kings qui en ont gagné 2. Donc, les Devils et les Red Wings sont remplacés par Penguins et Blackhawks et l'Avalanche du Colorado sont remplacés par les Kings. Et tu as eu les Bruins de Boston en 2011 qui sont venus s'insérer dans le cycle. Et encore une fois, les Bruins, c'est pas un accident. Ils ont gagné la Coupe en 2011. Ils l'ont perdue en 2013 face aux Blackhawks de Chicago. Puis tout juste à la fin de ce cycle-là, ben, ils ont perdu une autre finale de la Coupe Stanley en 2019 face aux Blues de Saint-Louis. Bref, un autre cycle de presque 10 ans dominé par 4 équipes. Et là, présentement, on regarde les formations encore en vie dans les séries de la Coupe Stanley et peut-être qu'un cycle déjà en cours va se poursuivre. Donc, celui qui deviendrait peut-être connu comme le cycle du début des années 2020. Le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride jusqu'ici en ont 2 chaque. L'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas en ont chacun une. Donc, si Colorado ou Vegas gagnent la Coupe, on va encore être dans un cycle, pas encore de 9 ans, mais quand même de 7 ans où 4 formations vont s'être échangées les Coupes Stanley avec 3 qui en auraient au moins 2. Donc 2 fois les 2 Florides et potentiellement 2 fois Colorado ou Vegas. Et encore une fois, Colorado ou Vegas, c'est pas des accidents. C'est des équipes qui ont des finales de conférence à leur actif, même les années où ils n'ont pas gagné. Ben, la preuve cette année. C'est des équipes qu'on attend année après année. En ce moment, la 3e formation, les Hurricanes de la Caroline, ben eux, ils font partie un petit peu de ces équipes dans tous les cycles que on pensait qu'elle allait s'insérer puis être une des formations de tête, puis ils ont plus été une formation de tête de saison régulière. Mettons qu'on regarde juste le cycle des années 2010, là, on peut penser aux Capitals de Washington qui en ont finalement gagné une en 2018. On peut penser aux Sharks de San Jose qui en ont jamais gagné. Avant ça, tu en as eu d'autres, là, des formations comme ça qui étaient très bonnes année après année, mais qui n'étaient pas capables
de s'insérer parmi les équipes qui ont gagné une, voire plusieurs Coupes Stanley. Et t'as le Canadien. Le Canadien qui, pour plusieurs, est une énorme surprise, mais pour quiconque suit ça, se dit probablement, c'est peut-être la première équipe du nouveau cycle à arriver. Un peu comme les Penguins de Pittsburgh en 2008 quand ils se sont inclinés face aux Red Wings de Détroit. Est-ce que le Canadien est maintenant là pour être une de ces formations-là qui va gagner plusieurs Coupes Stanley ou du moins aspirer très sérieusement à la Coupe Stanley pour les prochaines années? Ben, je vais être honnête avec vous. Personnellement, avec ce qu'on voit dans les séries éliminatoires, dites ce que vous voulez que le Canadien était chanceux dans le match numéro 7 face au Lightning de Tampa Bay. Même chose dans celui face au Sabres de Buffalo. Pour moi, dans le grand ordre des choses, ce ne sera pas un coup de chance, ce parcours éliminatoire-là du Canadien. Et plus que jamais, je suis convaincu qu'on est à un élément ou deux de devenir une de ces puissances-là. Un juggernaut. Une équipe comme les Devils, Red Wings, Avalanche du début des années 2000. Une équipe comme les Penguins, Blackhawks, Kings des années 2010. Et les deux Florides, Golden Knights ou Colorado du cycle actuel, c'est-à-dire une formation qui va être là année après année pour plusieurs saisons. Attention, ça ne confirme rien. Je veux dire, entre le moment où on a gagné la Coupe en 2022 et avant cette année, l'Avalanche du Colorado avait gagné une seule série. Donc, 2023, 2024, 2025, on a gagné une série du côté de l'Avalanche. Et pourtant, on demeure une des meilleures formations de la Coupe Stanley depuis ce temps-là. On demeure les favoris en ce moment pour gagner la Coupe. Pourquoi maintenant je suis plus convaincu que jamais? Il y a 3 raisons que j'identifie pourquoi je suis convaincu maintenant, sans plus de doute, même pas de peut-être de quand la fenêtre va être ouverte. Non, je suis maintenant convaincu que le Canadien va être une de ces formations-là qui seront les équipes qui vont venir le rejoindre. Les Sharks, les Ducks, les Blackhawks, le Mammouth, les Sabres, peu importe, mais je pense que le Canadien va être une de ces formations-là. 3 raisons. La première est toute simple, on continue de le voir soir après soir, c'est Nick Suzuki. Ce que Nick Suzuki fait dans ce parcours éliminatoire, pour moi, est absolument phénoménal. Et encore aujourd'hui, j'enregistre cet épisode le vendredi entre le match numéro 1 et le match numéro 2 entre le Canadien et les Hurricanes de la Caroline. Je continue de voir des articles là, de gagnants du trophée Conn Smythe à mi-chemin des séries. Et quand il est question du Canadien, les 3 joueurs qui sont le plus sont Jacob Debesch, Lane Hutson et Alex Newhook. Je comprends pourquoi, mais je suis désolé, mais il faut mettre Nick Suzuki là-dedans. Pourquoi? Ben d'abord, après son match de 3 points dans le match 1 face aux Hurricanes de la Caroline, il est 1 point au-dessus du point par match. Il remplit toutes les missions défensives. Il continue de contrer les meilleurs éléments adverses. Et c'est empirique. C'est prouvé. Regardez ça, ce sont des statistiques de hockeyreference.com. Bon, ce ne sont pas juste des joueurs de centre, ce sont majoritairement des joueurs de centre. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi dans le graphique, par exemple, on a inséré Seth Jarvis. Mais ça, ici, ce que vous voyez, les chiffres, c'est la qualité de l'opposition de ces joueurs-là. Plus le chiffre est élevé, plus l'opposition est de qualité. Et vous voyez que le joueur qui a affronté le plus, l'attaquant, le joueur de centre, qui a le plus été confronté à des match-ups difficiles dans toutes les séries, parmi les équipes encore en vie, c'est Nick Suzuki. Et c'est honnêtement même pas tant proche. Mais surtout, ce que je vous invite à observer, regardez entre autres les Golden Knights de Vegas. Regardez les Golden Knights de Vegas, on a une bonne ligne de centre avec Carlson qui est de retour, Jack Eichel, t'as Thomas Hertl qui continue de prendre des mises en jeu souvent avec les Golden Knights. Bon, tout dépendamment de comment on organise les trios, là, etc. T'as Howden qui est là, t'as Nick Dowd. Regardez comment les Golden Knights de Vegas réussissent, eux, à bien répartir la qualité des joueurs qu'affrontent leurs attaquants. On a une bonne équipe complète, donc on réussit à faire en sorte que Jack Eichel, qui est notre meilleur joueur de centre, notre joueur de centre le plus offensif, n'est pas toujours pris dans les confrontations les plus difficiles. Du côté du Canadien, non seulement on ne réussit pas à le faire, mais la différence de qualité entre ce qu'affronte Nick Suzuki et le deuxième joueur de centre du Canadien, bon, qui est ici Oliver Kapanen, là, qui joue quand même, qui alterne centre-aile, puis qui a été in and out de la formation. Mais même si vous regardez Newhook, Dak, Evans, Dano, Joe Veleno loin en bas, regardez la différence avec Nick Suzuki. Alors que les autres formations, il y a peut-être Sébastien Aho, là, parce que comme je le dis, Seth Jarvis, c'est pas un joueur de centre. Mettons qu'on regarde Jordan Staal un petit peu plus bas, qui prend des minutes contre des bons éléments adverses. Mais toutes les autres formations, non seulement ont réussi à répartir
la difficulté de la tâche avec d'autres joueurs, mais comme je disais, regardez les Golden Knights avec Jack Eichel, regardez l'Avalanche du Colorado avec Nathan MacKinnon. En plus, on réussit à faire en sorte que notre top dog, c'est pas nécessairement lui qui est pris dans les confrontations les plus difficiles. Après ça, tu veux ça de Nick Suzuki. Ceci étant dit, là, je veux dire, le gars n'est pas nommé puis probablement le gagnant du trophée Selke pour rien. Nick Suzuki, cette année, a récolté 100 points tout en étant un des meilleurs attaquants défensifs de la Ligue nationale de hockey. Il est capable de faire ça. Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal à regarder. Et pourquoi je trouve que ça rajoute à ce que Nick Suzuki fait jusqu'ici cette année? Ben, imaginez un instant. Allons dans le plus gros des extrêmes. Okay? Je le sais que c'est un extrême, mais c'est juste pour que ce soit facile à illustrer. Prends Prime Penguin de Pittsburgh 2010. Hey, on contre Sidney Crosby. OK. Tu veux le 71 sur le deuxième trio? Hey, tu peux pas... Si tu mets tous tes œufs dans contrer Sidney Crosby, t'as littéralement un autre gagnant du Trophée Hart et du Conn Smythe au centre du deuxième trio. Si on reste dans les équipes actuelles de la Ligue nationale de hockey, ben, l'Avalanche du Colorado, je viens de vous montrer MacKinnon, ben, Brock Nelson, c'est pas un pied de céleri, c'est un excellent deuxième centre de la Ligue nationale de hockey. Donc, même chose avec les Golden Knights de Vegas. T'as Jack Eichel. Bon, William Karlsson n'est peut-être plus le joueur qu'il a déjà été quand il a marqué 40 buts en 17-18. Ça demeure un excellent joueur de centre. Chez le Canadien, les adversaires ont vraiment décidé dans les deux premiers tours, hey man, si on compte le trio de Suzuki, Slav, Caulfield, on gagne. Ça a été ça le pari. Les Sabres et le Lightning de Tampa Bay ont bien fait, mais ils ont perdu le pari parce que d'autres joueurs ont élevé leur jeu d'un cran. Donc, pour moi, Nick Suzuki montre dans ces séries-là que non seulement en étant le meilleur joueur de l'équipe, mais en étant le joueur de l'équipe qui est probablement la première chose, le premier nom sur le tableau adverse, match après match, qu'il est capable de produire sans un réel deuxième centre. Faut dire une chose par contre. Depuis le premier match de la série face aux Sabres de Buffalo, le Canadien a, malgré tout ce qu'on dit sur le premier trio, malgré l'absence d'un vrai deuxième centre, un réel top 6 qui produit. Tu sais, regardez, ça, ce sont les statistiques offensives des meilleurs joueurs. Donc, ce sont les 7 meilleurs producteurs offensifs du Canadien. Donc, dans les 7 matchs face aux Sabres et dans le premier match face aux Hurricanes de la Caroline. Qu'est-ce que vous constatez? Ce sont tes deux premiers trios plus Lane Hutson. C'est pas mal littéralement ce que tu voudrais sur une saison de 82 matchs, right? Si à la fin d'une saison de 82 matchs, tes meilleurs marqueurs sont ton premier trio, ton défenseur offensif elite de la Ligue nationale de hockey, puis ton deuxième trio, t'es en Cadillac. Surtout que là-dedans, t'as 2 gars au-dessus du point par match, t'as 3 autres gars au point par match, puis t'as 2 autres gars juste en dessous du point par match. Bon, c'est un échantillon de 8 matchs, là, on s'entend, mais même Jake Evans est au point par match depuis qu'il est là. Alex Newhook, bien sûr, avec ses 6 buts. Donc, l'émergence du deuxième trio fait quelque chose de très intéressant pour le Canadien présentement, et ça ne fait que me confirmer que la seconde où le Canadien va avoir un deuxième joueur de centre digne de ce nom, parce que mes respects à Jake Evans et tout ce qu'il fait en ce moment, mes respects aux 22 buts d'Oliver Kapanen cette année. Peut-être que Kapanen peut prendre un pas l'an prochain. Je pense pas que ce serait suffisant. Je pense que si le Canadien veut réellement l'an prochain aspirer autant sérieusement à la Coupe Stanley sans que ce soit in extremis, ça te prend un vrai deuxième centre. Je crois qu'on est à ce deuxième centre-là de qualité de voir le Canadien être une puissance. Parce qu'en plus, ajoute à ça Demidov qui va être meilleur, Lane Hutson qui va être meilleur, Juraj Slafkovský, oui, il peut y avoir des blessures et tout ça, mais ce que Nick Suzuki est en train de prouver dans ces séries-là, c'est qu'il est ce que plusieurs disaient qu'il ne serait pas. Un joueur de centre numéro 1 d'une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Et un bon joueur de centre numéro 1 d'une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Ça va au-delà des points. Nick Suzuki bloque des tirs. Nick Suzuki donne plus de mises en échec que jamais. Il est premier sur la rondelle. Il est intense. Il montre le chemin. Ça, c'est la première raison. Pourquoi je suis plus convaincu que jamais que le Canadien est à ça d'être un juggernaut. C'est que Nick Suzuki est un vrai centre numéro 1 de la Ligue qui agit comme un vrai centre numéro 1 de la Ligue sans avoir un Robin à son Batman, a.k.a. un deuxième joueur de centre. Et je suis convaincu que le Canadien va être en mesure d'aller le chercher, ce Robin-là, cet été. Tout juste avant de poursuivre avec les 2 autres éléments, salutations bien distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Le Canadien est dans le carré d'as, les séries battent leur plein, t'es dehors sur les terrasses, puis en prenant un bon pichet de Budweiser, tu veux faire partie de ceux qui ont les meilleurs arguments quand ils jasent hockey. T'es à la bonne place, abonne-toi! On veut atteindre les 30 000 abonnés durant le parcours éliminatoire du Canadien et on y est presque.
Alors, clique, ça prend 0,5 secondes, ça coûte rien et t'encourage le contenu en français sur les GAFA. Et si tu le fais pas, c'est correct. Mais Tylane, il t'en veut. Merci Tylane. OK. La deuxième raison pourquoi je suis plus convaincu que jamais, je viens d'en glisser un mot très brièvement, mais c'est ces deux gars-là. Lane Hutson et Ivan Demidov. Je vois de plus en plus de contenu à travers la Ligue nationale de hockey, à travers l'Amérique du Nord, de personnes qui sont en train de se rendre compte que Lane Hutson, c'est le real deal. Qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui le prendraient avant Lane Hutson, parce que malgré sa petite stature, son côté, tu sais, game breaker, très peu de défenseurs l'ont dans la Ligue nationale de hockey. J'argumenterais que Quinn Hughes et Kel McCarr l'ont. Zach Werenski l'a aussi. Puis après ça, t'as beau combiner, je sais pas, moi, le gabarit, le jeu complet de Jake Sanderson, Moritz Seider, il y en a d'autres, là, Charlie McAvoy, Miro Heiskanen, Adam Fox. Ce qu'amène Lane Hutson est tellement unique, tellement précieux et tellement de grande qualité que peu d'autres défenseurs ont ça. Et c'est seulement sa deuxième saison. Ajoute à ça Ivan Demidov, que déjà comme recrue, il démontre en série parfois des capacités d'un joueur qui peut lui aussi changer un match. Je suis convaincu que dans 2-3 ans, quand on va se parler, ces deux gars-là seront les deux meilleurs joueurs du Canadien de Montréal. Probablement que Nick Suzuki va encore être là comme peut-être le joueur le plus important. Mais Nick Suzuki sera peut-être réellement rendu au Canadien à ce moment-là, ce que Steve Yzerman était aux Red Wings de Détroit qui ont gagné des Coupes Stanley. Je précise aux Red Wings de Détroit qui ont gagné des Coupes Stanley, là, donc 97, 98 et 2002. Parce que Stevie Y, plus tôt dans sa carrière, a été nommé à des Hart. Il a gagné le Hart l'année, il a fait 155 points, en tout cas à la fin des années 80. Stevie Y était élite de chez Elite parmi les centres offensifs, puis il gagnait pas de Coupe Stanley, a changé un petit peu son jeu et demeurait un bon centre offensif, mais plus de 90 points. Il allé gagner un Selke, il a été nommé à des Selke, et pendant ce moment-là de la carrière de Stevie Y, c'est là où les Red Wings de Détroit sont devenus des champions de la Coupe Stanley. Sur ces équipes-là, t'avais les Russes, littéralement. Donc, t'avais Fedorov, Larionov, t'avais un jeune Nick Lindstrom, t'avais Brendan Shanahan qui est arrivé. À un certain moment, t'as eu Bretol qui est venu, Dominique Hachek qui est venu, Luc Robitaille. Bref, c'était toute une machine de hockey. T'avais énormément de beaux talents. Stevie White demeurait la pierre angulaire, même si c'était peut-être plus lui qui dominait la colonne des marqueurs, etc. Je pense que Nick Suzuki va peut-être devenir ce gars-là pour le Canadien de Montréal, mais en ce moment, le Canadien est en finale de l'Est et je suis convaincu que dans 10, 12, 15 ans, quand on va regarder cette ère du Canadien, ceux qu'on va identifier comme peut-être les deux meilleurs joueurs en termes de skills, en termes de ce qu'ils ont fait sur le plan individuel, ne sont même pas encore dans leur prime. En théorie, après ça, je veux dire, on sait jamais, là. Teemu Selanne a marqué au-dessus de 70 buts comme recrue puis il ne l'a jamais refait. En théorie, ils ne sont même pas encore dans leur prime et ils sont là. Ils font déjà la différence à leur premier vrai parcours éliminatoire. Qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Ça, c'est le deuxième élément. Lane Hutson et Ivan Demidov, qui, je suis convaincu, seront les meilleurs joueurs du Canadien de Montréal. Et le troisième élément est le suivant. Bro, regarde tout ce cap space! Regarde tout cet espace que le Canadien a pour les prochaines années. Donc, à la fin de cette année, c'est pas si gargantuesque que ça, 9 millions, un peu au-dessus de 9 millions. Mais après ça, tu as des contrats qui vont sortir et tu as déjà tout ton noyau sur des contrats très intéressants. Il va te rester Ivan Demidov. Tu vas peut-être avoir à donner un contrat intéressant à Jacob Dobèche. Puis même à ça, tu vas avoir ton numéro 2, Jacob Fowler, sur un contrat de recrue pendant encore 2 autres saisons, ce qui va peut-être te donner un duo à la Bruins de Boston, Linus Ullmark, Jeremy Swayman pendant encore 3 ans. Bref, être dans ton prime alors que tes gardiens te coûtent 5, 6, mettons 7 millions, puis même à ça. Ça, c'est à partir de 27-28, parce qu'en 26-27, Jacob Dobèche est sur sa dernière année de son contrat de recrue. Donc, c'est tout à fait possible que le Canadien continue d'avoir une très bonne équipe en payant très peu entre les poteaux, ce qui lui permet d'aller chercher de la profondeur, d'aller chercher d'autres joueurs de grande qualité. Donc, le Canadien arrive à point à un moment où les finances de l'équipe sont incroyables. Alors, la combinaison de ces 3 éléments-là, le brio de Nick Suzuki, ses qualités de capitaine, ce qu'il fait présentement alors qu'il n'a pas un vrai deuxième centre pour l'épauler, la qualité
d'Ivan Demidov et Lane Hudson alors qu'ils ne sont même pas encore dans leur prime et tout l'argent que le Canadien a de disponible sous le plafond. Ces 3 éléments mis ensemble là me convainquent maintenant hors de tout doute alors que l'équipe est dans le carré d'as que attache ta tuque avec la broche, Montréal et le Québec parce que pour les prochaines années, à moins d'une catastrophe qu'on regarde, c'est possible, soyons honnêtes, c'est possible. J'en frappe mon micro. Je veux pas te vendre du rêve. Ça se peut que dans 15 ans, on regarde ça et que le Canadien soit devenu les Sharks de San Jose de Joe Thornton et Patrick Marleau. Les Sénateurs d'Ottawa de Jason Spezza et Daniel Alfredson. Ça se peut. Mais ce sera quand même plus le fun que les années de Vache-Maigre. Ce sera plus le fun que d'être dans le gooch année après année. Tout ça, ces 3 éléments-là. Puis si j'avais en ajouté un 4e, le fait que tu as encore des jeunes comme Zarovski, Michael Age, potentiellement Reinbacker, je viens de parler de Jacob Fowler, qui va peut-être donner une run à Jacob Debesch pour le titre de numéro. Tout ça fait en sorte que ça risque de faire boule de neige et que pour la première fois en plus de 30 ans, le Canadien a réellement réussi sa mission de construire une équipe qui va être bonne année après année. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que je suis trop jovialiste? Est-ce que je regarde ça avec trop des lunettes roses parce que le Canadien mène 1-0 la finale de l'Est? Laisse-moi savoir ce que tu penses en commentaire. Tu as apprécié cet épisode et veux en écouter un autre. C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!